On pense encore qu'attendre pour couper le cordon, en fait, comme un cadeau qu'on fait aux parents. C'est comme on verra, oui, si on peut, on le fera, etc. Mais en fait, c'est pas un cadeau, c'est un droit. C'est le droit du bébé, celui de rester connecté à la vie pendant les premières secondes, les premières minutes, quand justement il apprend à s'adapter à sa vie en dehors du ventre de sa mère. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a des cordons qui sont coupés dans la panique alors qu'on pourrait faire autrement. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet encore qui me tient à cœur. Alors, je vous ai déjà parlé de pourquoi est-ce que c'était essentiel de garder le cordon, plus pour la santé du bébé. Mais là, j'ai accompagné une naissance il y a quelques jours où il y a eu besoin d'aider le bébé à la naissance. Et j'ai vu en fait à quel point on est encore dirigé par la peur. Alors, c'est un sujet qui touche, oui, à la physiologie, mais aussi à la sécurité, à la vie elle-même en fait. Parce que c'est un sujet sur lequel je pense qu'on est encore trop peu informé, mais pourquoi en fait il ne faut pas le couper trop tôt dans les cas où le bébé a besoin d'aide. Ces dernières années, on a commencé à entendre parler un peu faut laisser le cordon battre, attendre 1, peut-être 2, peut-être 3 minutes. Ce que j'aime bien chez les anglophones, c'est qu'actuellement, ils donnent la notion, l'information de ne pas couper le cordon tant que le cordon n'est pas blanc. Ça veut vraiment dire qu'il a arrêté de battre et puis que le bébé a récupéré tout son sang. Mais soyons clairs, ça ne devrait pas être une option en fait. C'est pas un luxe, c'est pas une faveur qu'on fait aux parents un peu bobos. C'est une évidence physiologique et en fait c'est un droit du bébé. Mais même aujourd'hui, même avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, même avec les preuves scientifiques, moi je le vois et je l'ai encore vu cette semaine, on coupe encore trop vite. Par habitude, par panique, par automatisme, parce que c'est comme ça qu'on fait ici, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Aujourd'hui, je veux prendre ce micro pour remettre du sens, pour rappeler que le placenta après la naissance, il continue de soutenir le bébé. Pour raconter aussi que dans des situations vécues à la maison, à l'hôpital, dans l'urgence, les deux, en fait, il est possible de réanimer un bébé sans couper son cordon. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire comme si on ne savait pas, en fait. Parce que les connaissances, elles sont là, les recommandations aussi. Les études le montrent. Il est temps que les pratiques, elles suivent. Et peut-être que toi, tu as vécu ça. Tu as accouché, à peine ton bébé était sorti, on l'a emmené, tu n'as rien compris, tu n'as pas eu le temps de comprendre, on ne t'a pas demandé ton avis, on a coupé le cordon. Et puis, on a été dans une pièce à côté. Tu as vu ton bébé partir. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. On attend que le bébé pleure, on attend d'attendre des sons, on attend que quelqu'un vienne nous donner des informations. Mais peut-être que tu as été aussi témoin professionnel, moi j'ai eu ça. À certains moments, je vois à quel point, en fait, on est impuissant face à cette machine médicale. À peine le temps de poser les mots que les actes ont déjà été posés. Dans ces moments-là, moi-même, je me sens tellement impuissante. Et je le vois. Je vois que les équipes disent « c'est comme ça, c'est le protocole ». En fait, il n'y a pas le pouvoir de faire autrement. Et c'est pas nous qui décidons. Mais si on ne dit rien, qui va faire évoluer ce protocole? Qui va faire changer les choses? Si on ne questionne pas, qui va oser transformer les choses? Vraiment, j'ai ressenti cette colère à l'intérieur de moi cette semaine. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu la chance de revoir ses parents, puisqu'ils sont sortis de l'hôpital pour le coup. Et on a rediscuté de ça. Et ils m'ont parlé justement de cette incompréhension de ce qui s'est passé.
de pourquoi est-ce qu'on a pris leur bébé comme ça. En fait, eux, ils voyaient qu'il était en train de s'adapter, mais qu'on ne lui a pas laissé le temps. Ce bébé est relié à sa mère, en fait. Il a un allié, le placenta. Un allié qu'on supprime avant même de lui laisser le temps de l'aider. Franchement, cette naissance à l'hôpital, elle était forte, elle était dans la continuité de ce qui était nécessaire. Une naissance qui a commencé à la maison de naissance, et puis parce qu'il y a eu des petits blocages, etc., on a préféré aller à l'hôpital. Et c'est ok, en fait. Et ce que je vois, c'est que à la fin, il a fallu un peu accélérer, il a fallu aider. La naissance a été instrumentalisée. Ce qui m'a bouleversée, c'est pas l'instrumentation. C'est ce qui s'est passé juste après. Parce que le bébé est né, et évidemment, on a tiré sur sa tête, etc. La gynéco a fait quelques manœuvres pour l'aider à sortir. Et on voyait que ce bébé, moi je dis, il était paf, quoi. Mais on voyait qu'il commençait à ouvrir les yeux, il était quand même tonique, il n'avait pas une couleur optimale, mais voilà, il était là. Et là, j'ai vu vraiment que tout s'est accéléré, les sages-femmes qui se sont précipitées autour du bébé, le pédiatre qui était en fait pas du tout près, qui était derrière, près de la porte, qui a tout de suite dit « on l'emmène ». Donc il n'y a pas ce côté « je viens voir, j'observe, je regarde comment va ce bébé ici, là où il est maintenant », mais au lieu de ça, c'est « on coupe immédiatement ». Sans un mot pour les parents en fait, et sans même envisager une autre option. On a coupé ce cordon comme on couperait un fil, parce que ça nous embête pour pouvoir aller là où on doit aller. En pensant que c'est un détail, mais en fait c'est pas un détail. C'est la ligne de vie en fait, ce cordon il est encore pulsatile, il aide le bébé, c'est le dernier soutien de l'enfant. Il continue à oxygéner, il continue à offrir un sang qui est riche, il continue à prolonger la transition, et en fait ça crée de la sécurité. Mais on l'a supprimé parce que le protocole il dit qu'il faut emmener le bébé dans une autre pièce. Sans parler du côté sécuritaire qui n'est pas du tout sécuritaire, devoir courir dans un couloir avec un bébé tout mouillé dans les mains pour pouvoir aller l'aider dans une autre pièce. Moi ça me dérange. Mais comme c'est comme ça qu'ils font, et que c'est comme ça qu'ils ont toujours fait, ils continuent à faire comme ça. Mais est-ce que on s'est seulement demandé pourquoi on fait comme ça ? Je peux vous dire que dans ma pratique, en maison de naissance, c'est simple, le cordon n'est jamais coupé avant que ce soit le bon moment. On attend, on observe, on soutient. Et quand on a un bébé qui a un besoin d'aide, on reste près de la mère. Si c'est nécessaire, on place une planche en dessous du bébé pour avoir un support ferme et on fait les gestes, mais on garde le lien. J'ai vu des bébés qui se sont tranquillement adaptés grâce au placenta. J'ai vu respirer, colorer, retrouver leur tonicité, etc. Évidemment, quand il faut agir, j'ai agi et j'ai vu aussi que le cordon pouvait aider. Il y a quelques jours, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une photo de collègues américaines qui étaient en train de faire une réanimation dans la piscine avec une planche à découper sous le bébé. Bon, au-delà du fait que je pense que personnellement, j'aurais fait sortir la maman et j'aurais agi juste à côté de la piscine, en fait, de voir quand même qu'elles étaient quand même vachement ingénieuses, elles s'étaient adaptées à la situation, ça a du sens aussi. Alors, j'ai choisi du coup d'utiliser cette photo comme illustration pour cet épisode, donc vous pouvez regarder sur justement la vignette de l'épisode, cette photo qui, je trouve, a tellement de sens. Même si, encore une fois, je vous le dis, c'est pas forcément ce que j'aurais fait, mais ça montre que c'est possible. Même dans l'eau, même dans l'urgence, c'est pas une utopie. C'est conscient et c'est fait avec conscience dans l'idée de « je vais aider médicalement ce bébé ». Mais tant que dans les hôpitaux, les décisions seront prises finalement par habitude, par automatisme, qu'on croira que faire comme on a toujours fait, ça suffit à bien faire, en fait rien ne changera. Pourtant les recommandations, elles existent vraiment. Je vais vous mettre en lien dans la description les recommandations de l'OMS, et ça parle clairement de l'importance de ne pas couper le cordon prématurément. Et notamment en cas de réanimation. Les études, elles sont là et les bénéfices, ils sont documentés. Mais entre la recommandation scientifique et la mise en place dans les salles de naissance, il peut se passer des années, des décennies parfois. Franchement, changer les pratiques, je pense que c'est pas juste appliquer un nouveau protocole, c'est compliqué, c'est dérangeant, c'est déranger une habitude, c'est confronter les croyances, c'est accepter de regarder en face qu'on a peut-être fait comme il fallait pas pendant des années. Mais en fait, c'est urgent. C'est urgent de remettre le bébé au centre de nos soins et de nos décisions. C'est urgent de considérer que le premier geste de réanimation, c'est pas de couper puis d'aller ailleurs. L'urgence, c'est d'arrêter de penser que nous, soignants, on est les seuls sauveurs.
Le placenta, il est encore là. Et c'est peut-être lui le premier soutien de la vie. Ne pas couper le cordon tout de suite, c'est pas une lubie de sage-femme, un peu nature, de parents qui ont été informés, etc. C'est pas un caprice, c'est pas un luxe réservé à la maison de naissance ou aux accouchements à domicile. C'est un acte de santé publique. C'est fondé sur la physiologie. Parce que tant que ce cordon il pulse, tant que le placenta il est là, en fait le bébé il n'est pas seul. Il est encore soutenu, il est oxygéné, il est nourri. On dit souvent le bébé doit apprendre à respirer seul. Ouais, bien sûr. Mais il peut aussi apprendre à respirer tout en étant encore soutenu. Et dans ces cas-là, il doit être encore soutenu quand il a du mal à la naissance. On dit dans les recommandations, en cas de naissance avec des besoins de réanimation, la réanimation peut et devrait commencer avec le cordon intact. Le clampage tardif au cordon, ça améliore l'oxygénation, ça améliore la transition cardio-respiratoire, ça réduit le risque d'anémie, ça donne au bébé quelques minutes de continuité, de transition douce. Et je dis quelques minutes, nous on a déjà eu des bébés qui ont utilisé leur cordon pendant presque 1 heure. Vous imaginez si je lui avais coupé? S'il l'utilise encore pendant 1 heure, c'est qu'il en a besoin. On peut plus faire comme si c'était pas si grave. C'est pas si grave, c'est un petit détail. On peut plus continuer à croire que couper le cordon, c'est un détail. C'est pas un détail. C'est le symbole même de notre rapport à la naissance. Est-ce qu'on coupe vite pour maîtriser, puis pour aller acter des choses plus loin, hors de la vue des parents, etc. Ou est-ce qu'on attend, qu'on accompagne, qu'on respecte le temps de l'enfant, de la naissance? C'est pas juste une histoire de cordon, du coup. C'est une histoire de paradigme, de vision du soin qu'on a encore. En fait, on doit changer la vision. On doit mettre plus de confiance dans ce qui se passe dans le processus de la naissance. Le courage de remettre en question ce qui a toujours été fait. Moi, je rêve d'un monde où on commence toutes les vies avec cette confiance-là. On a eu plusieurs fois des bébés qui ont pu avoir besoin un peu d'aide à la naissance. Alors la plupart du temps, quand ils naissent, en fait, ils atterrissent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne prend pas les mesures de l'Apgar avant 1 minute de vie. Parce qu'avant ça, le bébé, il s'adapte. Ici, on n'a pas attendu. On a directement pris ce bébé. Et les parents, comme moi, on en a discuté justement aujourd'hui, on n'a pas vu l'urgence. On avait un bébé qui s'adaptait. Et après ça, quand on lit les rapports, ils annoncent un bébé qui était dans un état dans lequel il n'était pas du tout. Alors, est-ce que c'était pour justifier ce qui s'était passé? Peut-être. Mais en tout cas, ça n'a pas de sens de se précipiter parce que ça ne va pas dans la vitesse qu'on a l'habitude de vouloir que ça aille. Je sais que dans cet hôpital, à chaque fois que j'y vais, je me fais la réflexion qu'il y a beaucoup de bébés qui passent par cette table de réanimation. Parce que je les entends, qui vont dans cette salle avec ces bébés. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou qu'ils aient autant besoin d'aller en salle de réa. Ça veut dire autant de cordons qui ont été coupés trop tôt. À la maison de naissance, souvent les bébés qui naissent et qui ne respirent pas tout de suite, on pourrait se dire, oh mince, il respire pas vite, il faut que je le ballonne, etc. Enfin, pas du tout. Souvent, on l'observe, on regarde en fait dans la globalité comment est-ce qu'il est. Si on a besoin, on va juste le stimuler, le frotter, dire à la maman de lui souffler sur son visage. Le battement du cordon, c'est essentiel. Nous, c'est un moyen qu'on a de voir comment est-ce qu'il s'adapte. Si j'ai un bébé qui m'a l'air d'avoir un peu de mal, mais que quand je regarde au niveau de son cordon, il a un bon rythme, et puis je sens que le cordon pulse bien, je suis beaucoup plus sereine que si je ne sens plus de cordon qui bat. Alors là, je sais que je vais devoir, moi, agir pour pouvoir l'aider. S'il a le cordon qui bat, il reçoit encore de l'oxygène. Et parfois, ça va lui prendre quelques bonnes dizaines de secondes, voire parfois 1 minute, 1 minute 30, pour vraiment prendre sa première vraie inspiration. C'est pas une respiration arrachée dans une autre pièce sous les néons avec une sonde pour l'aspirer, etc. C'est une respiration qui est reliée, accompagnée. Et dans un bébé qui a vraiment eu plus de mal, où là j'ai observé effectivement qu'à la naissance, ce bébé était vraiment pas bien du tout, son Apgar n'était pas bon, mais où j'ai pas attendu évidemment 1 minute parce que ça se voit quand un bébé a besoin d'aide. Et j'espère qu'après des années de clinique comme celle que j'ai actuellement, je suis capable de voir quand un bébé va pas bien avant d'attendre la minute. Je vais chercher le matériel, je vais aider ce bébé près de sa mère en ayant l'idée de, tant qu'il pourra avoir ce dont il a besoin via le cordon, ça va l'aider en fait. Même dans les naissances compliquées, des bébés qui ne réagissent pas du tout, etc. En fait, on aide, on fait les manœuvres près de la maman, juste à côté de la maman, sans couper le cordon.
En fait, on est avec une équipe qui est formée, qui est alignée, et on peut faire les gestes nécessaires près de la maman. Que ce soit la ventilation, que ce soit de l'oxygène, que ce soit du massage. Franchement, s'il continue à pulser, il nous aide. Il aide le bébé. Et ce bébé, il revient. Encore une fois, le placenta, c'est notre allié. Mais cette naissance à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, instrumentation, tension, beaucoup de stress, etc. Le bébé qui naît, qu'on pose sur la maman, oui, il a besoin de s'adapter, de transitionner, etc. Peut-être qu'on aurait dû effectivement agir, mais on peut le faire près de la maman. On peut avoir un chariot de réanimation particulière qui peut nous aider et qu'on prend dans le couloir pour pouvoir aider les bébés, mais on reste en chambre près des parents. Là, sans même réfléchir, en fait, le pédiatre a demandé à couper immédiatement le cordon. On coupe, on emmène le bébé dans une salle. Mais moi, j'ai vu ses parents qui paniquaient. J'imagine ce bébé qui perd ses repères, sans chaleur, sans être avec sa mère, etc. Un bébé qui cherche, puis qui trouve rien. Il aurait encore pu être près de sa mère, il aurait encore pu être aidé. Je ne sais pas qu'on n'a pas bien fait notre travail, parce qu'ils l'ont aidé, effectivement, mais je sais profondément qu'on aurait pu le faire autrement. Et que ce petit bébé, il aurait pu vivre aussi ses premières minutes de vie autrement. Tu sais, ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est que l'OMS elle-même recommande le maintien du cordon intact, tant que c'est possible. Et pourtant, dans beaucoup trop d'endroits, on coupe encore systématiquement. On coupe trop tôt, sans même se demander en fait si on pouvait faire autrement. Parce que changer une pratique, même simple dans un hôpital, c'est un chemin de croix. Je crois qu'il ne suffit pas de prouver que c'est mieux, il faut convaincre, il faut prouver, encore prouver. Ça, c'est vraiment le leitmotiv. Prouver, écrire des protocoles, créer du consensus, convaincre les collègues. Et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ose être le ou la première à dire « on arrête de faire comme avant, on va faire autrement ». Ça demande du courage. Et peut-être qu'en plus, les professionnels qui sont formés à l'idée de faire autrement ne sont pas encore chefs de service. Donc il va falloir attendre que ces personnes-là deviennent chefs de service et ne soient pas convaincus que ce qu'ils ont observé pendant des années était la meilleure des choses. Il faudra un chef de service qui dise « désormais, on garde le cordon intact pour les réanimations ». Et peut-être que ça avancerait. Et souvent, on préfère rester dans ce qui est connu, dans ce qui est maîtrisé, dans ce qui est rassurant, parce qu'on a toujours fait comme ça, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Et pendant ce temps-là, il y a des bébés qui perdent un allié tellement important. Leur placenta. On leur coupe le souffle, en fait, littéralement, alors que on pourrait les aider. Alors que tu sois parent, futur parent, professionnel, étudiant de sage-femme, etc., franchement, je t'invite à plus voir le clampage tardif comme un plus, là, un truc qu'on offre aux familles. Je vois la sage-femme quand on est arrivé à l'hôpital, après la maison de naissance, justement, quand les parents ont dit, voilà, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que le bébé reste raccordé à son placenta. Ils l'ont dit. La sage-femme a dit, oui, nous, on fait toujours ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas, si on peut, on le fait. Pourquoi si on peut, on le fait ? C'est... Oui, bien sûr, on fait ça. Et si c'est nécessaire, on l'aidera près de vous. Non, là, c'est comme si c'est, à nouveau, comme je vous disais, c'est le cadeau qu'on offre aux parents. Donc vraiment, il est important de ne plus voir le clampage tardif comme un petit cadeau qu'on offre aux familles. C'est pas un bonus, c'est pas un cadeau, c'est pas un caprice de parents informés. C'est le strict minimum, en fait. C'est la continuité logique de ce lien vital qui va aider ce bébé si c'est nécessaire. Et en fait, c'est le premier geste de réanimation, de soutien, de respect. Si t'attends un bébé, parle-en avec l'équipe qui t'accompagne, pose des questions, exprime ton souhait et surtout, ose défendre le cordon intact comme une évidence, pas comme un luxe. Tu peux l'écrire dans ton projet de naissance et je te remets en lien dans la description de l'épisode le projet de naissance que j'ai pré-rempli, dans lequel tu as déjà des informations et dans lesquelles tu peux mettre les choses qui ont de l'importance pour toi. Et maintenant, avec cet épisode de podcast, tu as de quoi défendre. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on coupe le cordon de ton bébé ? Tu peux aller revoir effectivement les recommandations de l'OMS, etc., que je t'ai mis en lien dans la description de cet épisode. Si tu es professionnel de la naissance,
Peut-être que ce message, il t'interpelle, peut-être qu'il te dérange aussi, parce que peut-être que tu as été formé à couper le cordon rapidement, etc. Peut-être que c'est comme ça que tu pratiques depuis des années. Mais je t'invite à te former à attendre. Observe comment ça se passe. Parce que c'est pas juste de la pratique technique. En fait, c'est écouter la physiologie, apprendre à faire confiance à ce qui est là et de s'effacer parfois pour laisser faire. Si tu veux continuer la discussion, partage ton expérience, ton ressenti, viens m'écrire. Sur Instagram, sur le blog, par mail. Oui, je lis tout. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cet épisode, une collègue, une amie, une future maman, un pédiatre, transmets-lui ce message. Parce que c'est peut-être grâce à ça qu'un bébé un jour recevra tout son sang et recevra ce souffle en plus, cette aide supplémentaire à la naissance. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.